Donc, néanmoins, en fait, je suis assez contente d'être là pour ce 33e webinaire de Parlons RH. C'est un peu exceptionnel. C'est pas Thomas Chardin qui anime, mais Thomas Larel. Je suis responsable du pôle Community Management au sein de l'agence Parlons RH. J'accompagne en fait depuis 2013 les DRH et les prestataires RH sur les réseaux sociaux. Je suis content de pouvoir vous donner quelques conseils pour optimiser votre marque employeur sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, petite tradition, on va présenter l'agence. Certains d'entre nous nous connaissent un peu, mais pas totalement. Parlons RH est une agence de marketing RH fondée par Thomas Chardin depuis 2012. Ce qu'on fait exactement, on est un cabinet de conseil spécialisé en marque employeur et en expérience collaborateur, un service éditorial, social et digital pour les acteurs RH. Donc, on accompagne une centaine de clients sur différents projets, blog, e-book, animation des comptes sociaux, employés d'advocacy, réputation, etc. Et puis aussi, on a un média communautaire. Je pense que bonne partie d'entre vous nous connaissent via le blog. On est leader sur notre marché. On a 1,5 million de pages vues par an et plus de 150 000 professionnels RH qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui est géré par mon équipe et moi-même au quotidien. Voilà, on vous connaît un petit peu. Au niveau du pôle community management, on vous accompagne sur différents projets, tout ce qui est stratégie social media, c'est-à-dire on fait un audit de votre présence, on élabore votre stratégie, on établit une charte pour cadrer votre prise de parole. On s'occupe aussi de l'animation de vos comptes, que ce soit marque employeur, business RH et même personal branding. On s'occupe aussi de la production de contenu social media, donc tout ce qui est vidéo, visuel, etc. Notamment aussi l'employé advocacy, donc on peut faire des sessions de formation, on peut faire des ateliers pédagogiques, produire aussi des guidelines. Et bien entendu, on s'occupe de tout ce qui est réputation, donc que ce soit réseaux sociaux, sites de notation employeur. Bref, que vous soyez DRH ou prestataire RH, notre objectif c'est de mettre en œuvre en fait, des stratégies de marketing RH personnalisées pour renforcer en fait, votre visibilité et développer votre différence RH sur le marché. Le webinaire va se dérouler en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter précisément quel est l'objectif de ce webinaire. Ensuite, je vous donnerai mes 10 conseils avec quelques exemples concrets. Et puis, bien entendu, vous pouvez me poser vos questions durant tout le webinaire. Je vous répondrai au fur et à mesure. On a aussi des sessions qui sont prévues pour ça. Si vous avez donc le petit problème technique, n'hésitez pas à appuyer sur la petite bulle violette qui est en bas à droite de l'écran et puis poser des questions. Vous avez la fenêtre de chat. Alors, de quoi on va parler exactement? L'animation de la marque employeur, en fait, sur les réseaux sociaux, elle doit pouvoir répondre à 3 questions suivantes que se posent les talents. Pourquoi dois-je vous rejoindre? Pourquoi dois-je rester? Et pourquoi dois-je y être investi? Les réseaux sociaux, en fait, ont 2 rôles importants pour vous. C'est de mettre en avant les points forts de votre marque employeur. Vous devez apporter la preuve de ce que vous avancez et apporter du trafic vers votre site carrière, c'est-à-dire générer des candidatures. Si actuellement vous êtes sur les réseaux sociaux et que ça ne remplit pas ces 2 cases-là, c'est qu'il y a un problème sur votre stratégie et donc il faut la revoir. Donc moi, mon objectif de ce webinaire, c'est de vous donner 10 conseils, pas pour vous transformer en community manager RH, mais pour vous donner des réflexes à avoir pour que vous soyez efficace rapidement. Premier conseil, c'est construire un planning éditorial. Alors la tentative est souvent grande quand on est sur les réseaux sociaux, parce que quasiment presque chacun d'entre nous, on a au moins un compte, et on se dit que finalement, c'est pas si bien compliqué, qu'on peut faire ça entre 2 réunions dans la journée, mais c'est une grave erreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le planning éditorial va pouvoir mettre en avant votre fréquence, déterminer le format que vous allez mettre en avant, choisir les sujets que vous allez mettre en avant également, et ça plusieurs semaines et plusieurs mois en amont. Et ça ne s'improvise pas le jour même. Et donc, du coup, le planning éditorial va vous permettre de vous imposer une certaine routine. Alors, vous allez me dire sûrement, mais pourquoi s'infliger une certaine fréquence de publication? Il n'y a pas d'intérêt. Eh bien, si. Comme vous pouvez le voir, en fait, sur le contenu que je vous montre, l'infographie indique en fait que sur les réseaux sociaux, les contenus que vous diffusez en fait sont une date de péremption.
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas durer très longtemps. Donc là, on voit Twitter, ça dure à peu près 18 minutes, Facebook 5 heures, Instagram 21 heures, LinkedIn 24 heures, YouTube 20 jours, Pinterest 4 mois, les articles de blog 2 ans. Là, c'est pas mentionné, mais il y a aussi Snapchat. Un Snap, ça dure à peu près 24 heures. Donc, il faut produire en quantité. Mais ce n'est pas parce qu'il faut produire en quantité qu'il va falloir négliger la qualité. Deuxième chose importante sur la mise en place du planning, c'est que ça va vous permettre de garder un lien continu avec votre communauté. Un petit test très très simple. Essayez de ne pas donner un signe de vie à vos proches, à vos amis. Vous allez voir qu'il y en a certains qui vont s'inquiéter, d'autres qui vont vous ignorer, d'autres qui vont, ça c'est un peu la réalité, vont vous remplacer par un autre. Essayez de mettre transposer tout ça avec des talents, avec vos concurrents, bah, c'est exactement la même chose. Donc il faut donner de vos nouvelles régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'un bon planning? Eh bien, en fait, il n'y a pas un seul planning, il y en a deux. D'abord, il y a le planning macro. Le planning macro, en fait, il va vous permettre d'avoir une vue globale sur 6 mois, 1 an, sur les sujets RH que vous allez pouvoir mettre en avant. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir établir, en fait, une vision très, très globale de ce que vous pouvez aborder. Et vous allez pouvoir identifier assez rapidement que finalement, ben, il y a des mois où ce n'est pas si évident que ça et qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à raconter. Et donc là, il va falloir meubler et apporter du contenu. Une fois que ce planning est posé, il va pouvoir vous aider à vous lancer dans la production des contenus. Vous allez pouvoir vous poser toute une liste de questions. Où est-ce que je peux récupérer ma data? Qui c'est qui peut me témoigner sur tel ou tel sujet? Qui peut m'aider à produire une vidéo? Est-ce que je peux faire ça en interne? Est-ce que c'est un prestataire? Si c'est un prestataire, il va falloir que j'inclue dans mon planning un délai de production. Voilà, le planning macro est important pour vous aider à produire. Ensuite, il y a le planning micro. Ce planning micro, en fait, va vous donner une vision très précise de ce que vous allez publier. Quel est le message, la phrase que vous allez publier? Quel est le format utilisé? Des vidéos, des images, des gifs? Où est-ce que je vais diffuser? Sur Twitter, sur LinkedIn? À quel jour? Quelle heure? Ça vous permet de vous organiser. Et surtout, un planning, si il vous arrive quoi que ce soit, vous pouvez le transférer à n'importe qui et il pourra prendre votre relais pour diffuser ses contenus. Donc, c'est hyper important de l'avoir. Ensuite, ce planning, il doit pouvoir vous aider à produire du contenu. Et il y a généralement 4 grands types de contenus à faire. D'abord, les actus et les campagnes RH. Quelle est votre actualité? Par exemple, c'est la semaine du handicap chez vous, vous avez un nouveau directeur qui arrive. Donc ça, il faut l'intégrer dans votre planning et voir les contenus que vous allez pouvoir produire derrière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Là, vous allez pouvoir proposer en fait des focus sur vos valeurs, sur vos pratiques, des petites choses à savoir qui peuvent intéresser les talents. Ensuite, on a les marronniers. Alors, les marronniers, en fait, c'est un jargon journalistique qui désigne en fait les événements qui reviennent chaque année. Typiquement, la rentrée des classes, Noël, etc. Ça peut être aussi, il y a des journées mondiales. Par exemple, il existe la journée mondiale du stagiaire, la journée mondiale de la QVT. Et donc, ces journées-là, il faut vous les réapproprier, non pas pour dire ben, joyeux Noël à tous, bon, ben, on pense à vous les stagiaires. Non, il va falloir vous les réapproprier en disant qu'est-ce qu'est la différence, la valeur ajoutée que je peux apporter à ce niveau-là. Ben, chez nous, les stagiaires, on les accueille comme ça. Ils sont encadrés de telle manière, par exemple. Donc, il faut apporter votre patte sur ces marronniers. Ensuite, il y a les offres d'emploi. Alors attention, ce n'est pas diffuser toutes les offres d'emploi, parce que si vous êtes une entreprise du CAC 40, vous avez 200 offres, vous allez vraiment noyer tous vos contenus là-dedans. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant soit des offres d'emploi, vous avez une problématique de recrutement, vous n'y arrivez pas, c'est difficile, le marché est tendu, donc il faut les mettre en avant, ces offres d'emploi, expliquer quelle est votre valeur ajoutée et comment vous pouvez les accueillir, comment se passe le process de recrutement. Vous pouvez aussi mettre un focus sur les offres d'emploi qui sont importants. Par exemple, c'est un poste stratégique, ça va avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise. Donc ça, vous pouvez aussi les mettre en avant et proposer un focus. Ensuite, le planning va vous permettre en fait, de vous imposer un rythme régulier. Donc ça, c'est très important. Vous allez pouvoir le voir factuellement que voilà, il y a des jours où vous allez pouvoir publier, des jours où il n'y a pas assez de contenu. Et donc, du coup, vous allez pouvoir ajouter cela. Et surtout, le planning va vous permettre de mettre en place en alternance des rendez-vous réguliers et des rendez-vous ponctuels. Et les rendez-vous ponctuels, en fait, ça va être des campagnes un peu originales que vous allez placer de temps en temps
pour un peu surprendre votre communauté. C'est un peu comme dans un couple, au bout d'un moment, quand c'est la routine, eh ben, on vous écoute plus comme au premier jour. Il faut savoir surprendre un peu de temps en temps. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que quand vous produisez des contenus, euh, il faut surtout penser à la personne à qui vous vous adressez. Il ne faut surtout pas vous projeter sur ce qui vous ferait plaisir. C'est vraiment, voilà, je m'adresse aux talents, ils ont besoin de telle information, ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, projetez-vous sur leurs attentes. Conseil numéro 2, variez les formats de vos contenus. On a évoqué précédemment l'importance de diffuser du contenu à un rythme régulier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours diffuser du contenu dans un même format. Vous allez perdre en fait l'attention de votre communauté. Et donc du coup, il faut savoir être créatif. Donc vous avez tout un tas de formats qui existent, comme par exemple, au niveau éditorial, vous pouvez proposer des interviews, des brèves, au niveau graphisme, des infographies, des gifs, des BD, des photos. Au niveau de live, vous pouvez proposer un live tweet, un Facebook Live, un Periscope, des stories. En termes de vidéos, vous avez des interviews courtes, des reportages, des interviews décalées, des web-séries. En termes de son, vous pouvez proposer aussi des podcasts, ça c'est la grande tendance en ce moment. Vous pouvez proposer aussi des listes de musique, que ce soit sur Spotify, sur Deezer. Dans tous les cas, vous avez tout un arsenal de formats possibles que vous pouvez utiliser pour varier vos contenus. Pour vous donner deux exemples assez rapides, le cas d'Ubisoft. La Ubisoft, en fait, ont voulu montrer leurs locaux. Et donc là, traditionnellement, on aurait l'habitude en fait, de faire une photo, de mettre un petit texte et de s'arrêter là. Mais Ubisoft a voulu pousser le concept un peu plus loin en proposant en fait une vidéo à 360 degrés. Et en fait, dès qu'on lance la vidéo, une personne vous accueille et vous présente les bureaux au fur et à mesure. Il faut être très attentif parce que il y a mille lignes d'informations en fait, qui passent dans tous les sens. Vous avez des collaborateurs qui peuvent vous faire signe, vous montrer un truc. Vous pouvez aussi avoir des personnages de jeux vidéo aussi qui peuvent intervenir. Donc en fait, le format est marquant et vous allez devoir le regarder plusieurs fois pour être sûr que vous n'avez pas oublié un petit détail. Deuxième exemple, Spotify. Là, il s'agit en fait d'une offre d'emploi. Habituellement, en fait, on voit simplement si on offre les candidats vers le site carrière ou vers une offre d'emploi hébergée sur LinkedIn ou ailleurs. Là, Spotify, en fait, a proposé une playlist où chaque musique, en fait, chaque titre de musique représente en fait une ligne de l'offre d'emploi. Donc ça, c'est une manière originale de faire parler de soi. Ça fait l'objet de plusieurs articles. Et donc, ils ont pu mettre un éclairage sur leurs besoins en termes de recrutement. Bref, il faut avoir de l'idée, il faut être créatif, innovant. Il ne faut pas avoir peur de tester des choses. Et surtout, plus vous allez vous démarquer, plus vous allez forcément attirer l'attention sur vous. Troisième conseil, avoir son propre univers. Alors, comment on attire l'attention des talents vers l'entreprise? Eh ben, il faut lui proposer en fait un univers et il ne faut pas créer un ton, un style ou un graphisme uniquement pour les réseaux sociaux. Il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà présent dans votre ADN, déjà étudié dans votre, on va dire, dans votre communication, dans votre plateforme de marque employeur. Très généralement, on entend assez souvent en fait, des entreprises qui disent on est sérieux, mais on n'aime pas se prendre au sérieux. Bon, ça, c'est pas très original, mais ce qui est plus dommage, c'est d'avoir ensuite une animation qui est plutôt assez corporate, c'est-à-dire pas d'humour en fait dans les publications qui sont mises en avant, les photos, tout le monde est en costume cravate, pas un sourire. Il va y avoir une réelle dissonance entre ce que vous dites, ce que vous voulez montrer et finalement ce que vous êtes réellement. Donc il faut faire très attention parce que vous risquez de faire fuir les talents. Donc assumez qui vous êtes et montrez-vous tel que vous êtes. Et pour ça, vous avez deux exemples qui peuvent vous inspirer, le slip français et Michel Augustin. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont se dire oui, mais ça demande un sacré budget, c'est pas pareil. Mais si on regarde bien les exemples, du côté slip français, la première publication, en fait, on rappelle les valeurs et les engagements de l'entreprise. En dessous, on a une offre d'emploi. Côté Michel Augustin, on annonce l'arrivée d'un nouveau PDG et après, on fait un focus sur la culture d'entreprise ou une pratique. Dans le fond, entre nous, c'est la même chose chez tout le monde.
Ce qui a changé là, c'est qu'en fait, ils vont transposer par rapport à leur activité, leur ADN, ce qu'ils sont vraiment. Et donc, quand on a ce type d'exemple et quand on visionne ça, eh ben, ça donne envie de les rejoindre, on a envie de faire partie de la tribu. Et c'est sûr que si on compare avec leurs concurrents, ben, instinctivement, en fait, le choix est fait, on va plutôt aller vers l'entreprise qui apporte un espèce de vent frais en termes de communication. Alors, là, je commence à regarder les premières questions. Alors, tac, tac, tac. Avez-vous des astuces pour cibler un certain type d'auditoire? J'imagine que type d'application, des plateformes, joue, non. Alors, en fait, oui, il faut, avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, euh, dresser ce qu'on appelle des personas. En fait, c'est-à-dire se poser en se disant à qui je veux m'adresser, qui ai-je besoin de recruter. Et donc, à partir de là, vous allez dire, par exemple, que c'est un étudiant entre 18 et 25 ans qui a fait tel type de formation, etc. Et à partir de ce portrait robot, entre guillemets, vous allez faire une recherche par vos réseaux sociaux et vous allez vous apercevoir qu'il y a des plateformes, des réseaux sociaux qui ne sont pas adaptés à votre profil. Typiquement, si vous voulez, je ne sais pas, moi par exemple, des collaborateurs qui sont plutôt seniors, bah, vous n'allez pas aller sur Snapchat par exemple, qui s'adressent plutôt on va dire des jeunes. Donc en fait, voilà, c'est plutôt une culture à avoir. Il n'y a pas vraiment d'outils. Il faut vraiment connaître son auditoire. C'est par contre, vous avez déjà des comptes sur les différents réseaux. Il y a une partie statistique qui vous donne, en fait, quel que soit le réseau social, la typologie de votre communauté. Donc, vous allez très vite savoir si vos attentes correspondent ou pas à vos différents personas. Bon, je vois qu'il y a une deuxième question. Ça, c'est Alexandra, existe-t-il des outils pour faire des infographies? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, instinctivement, je peux vous citer Canva qu'on utilise assez régulièrement. Euh, Après, des nouveaux sur le marché, j'ai envie de dire, il n'y en a pas vraiment. C'est, on va dire, tout le monde se copie un peu. Donc, non, il n'y a pas vraiment un outil idéal, en fait. Soyez vraiment à l'aise avec l'outil. Vous verrez sur Google, il y a vraiment des tas d'outils. Il faut vraiment vous faire la main avant de vous décider sur un seul outil. On va poursuivre. J'en reviendrai après encore à nouveau sur si vous avez d'autres questions. Conseil numéro 4, faire du storytelling. Pour capter en fait, l'attention des talents, il faut lui raconter des vraies histoires. Et quand je dis vraies histoires, pas des mensonges. C'est-à-dire, on va vous accueillir dans des beaux locaux, puis finalement, ce n'est pas le cas. Donc faites attention à ce que vous dites, parce que ça peut vous revenir comme un boomerang. Il faut vous mettre en tête qu'il faut lui faire vivre des émotions, lui donner envie. Et on retrouve deux erreurs assez communes en fait sur les réseaux sociaux. C'est que généralement, en fait, on communique toujours le jour J. Donc, ce qui peut donner l'impression que ça a été fait un petit peu à l'arrache ou que là, finalement, l'événement n'est pas si important que ça. Ou par malchance, l'information est diffusée 15 jours, 3 semaines après. Donc, ce qui donne vraiment l'impression que ben, en fait, c'est vraiment un détail où vous n'avez vraiment pas eu le temps de vous en occuper. Deuxième cas aussi, c'est que vous pouvez retrouver assez souvent des comptes où les mêmes contenus sont diffusés, c'est-à-dire même messages, même visuels sur l'ensemble de vos comptes sociaux RH. Et ça, dans les deux cas, c'est pas très engageant en fait, pour les talents. Il faut absolument vous dire qu'il faut raisonner en trois étapes pour chacune de vos campagnes. Il faut communiquer en amont, il faut communiquer pendant et il faut communiquer après. Donc en amont, pendant et après, quel que soit le type de sujet. Et ça, vous allez voir qu'en vous appliquant ça, ça va vous permettre de pouvoir remplir le planning plus facilement et de pouvoir aborder une multitude, plusieurs angles sur votre sujet. Parce que quand on se limite seulement à une publication, on est un peu frustré de ne pas pouvoir rentrer un peu plus en détail, ou alors on va vouloir tout mettre et votre publication va devenir complètement illisible et incompréhensible. Donc, pour vous transposer, je vous ai mis un exemple. Là, alors, je me suis transposé vraiment dans l'exemple où vous allez recruter 40 nouveaux collaborateurs et vous avez l'habitude, en fait, d'organiser une soirée en interne pour accueillir les petits nouveaux. Ben là, c'est un exemple de planning de ce qui est possible de faire. Donc, en amont, par exemple, sur Facebook, vous pouvez faire une vidéo qui annonce en fait la nouvelle soirée avec un best-of de l'ancienne soirée pour donner un avant-goût de ce qui pourrait se passer
pour les onboarder et pour les talents qui seraient tentés de vous rejoindre. Sur Twitter, vous pouvez diffuser à un rythme régulier des verbatims d'anciens onboardés qui racontent en fait leurs meilleurs souvenirs de la soirée, pourquoi c'est top, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et sur Instagram, vous pouvez faire un peu de teasing en amont en proposant par exemple des photos, des stories, des préparations de la soirée par exemple. Ah ben voilà, la salle est en train de commencer à prendre forme, voilà, donner envie à ceux qui ne participent pas à la soirée à vouloir y participer, et puis à ceux qui vont vous rejoindre de faire monter la pression. Pendant l'événement, vous pouvez proposer aussi des photos que vous pouvez prendre en direct. Ça peut être, par exemple, voilà, le discours de la DRH, par exemple. Et vous pouvez aussi partager les contenus qui sont publiés par les nouveaux onboardés, que ce soit sur Twitter et Instagram. Après l'événement, généralement, on a tendance à s'arrêter, mais vous pouvez aussi continuer à diffuser du contenu. Ça peut être, par exemple, sur YouTube, un reportage vidéo que vous avez tourné pendant la soirée, avec quelques verbatims de la DRH qui explique voilà, les nouveautés, qu'elle souhaite la bienvenue aux différents nouveaux collaborateurs, ce qui va se préparer dans l'année, etc. Et vous pouvez aussi recueillir quelques verbatims de nouveaux collaborateurs qui vont donner leur impression à chaud. Sur Facebook, on peut par exemple proposer un bêtisier du reportage, par exemple des séquences drôles où voilà, on a un peu cafouillé, on casse un peu les codes. Et puis c'est le moment aussi de dire, vous voulez voir le reportage, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Et puis sur LinkedIn, vous pouvez aussi par exemple diffuser une photo où il y a toute l'équipe RH et les nouveaux onboardés qui sont sur la photo, un peu comme une photo de classe. Voilà, autour un seul événement, un seul sujet, vous avez déjà 8 idées de contenu. Et on peut rentrer encore un peu plus en détail. Voilà, il ne faut vraiment pas vous limiter en termes de contenu. Après, encore une fois, ce sont juste des exemples. Hein. Ce n'est pas un truc à prendre pour argent comptant, mais c'est pour vraiment vous montrer l'étendue de ce qui est possible à faire. Conseil numéro 5, faire participer ses collaborateurs. Il est assez tentant de se dire, pour ceux qui en ont la chance, j'ai un community manager RH, ça va marcher tout seul maintenant. Eh ben non, c'est beaucoup trop facile de penser comme ça. En fait, le community manager RH va vous apporter des compétences, structurer votre prise de parole, mais il ne peut pas incarner à lui tout seul, en fait, les valeurs d'entreprise, la marque employeur. Et donc, en fait, ce qui va faire votre force, c'est de faire en sorte que les candidats puissent se projeter. Et pour y arriver, eh ben, il faut faire 2 actions bien précises qui sont la première, faire participer ses collaborateurs, c'est-à-dire les faire témoigner. Entre un discours corporate et un témoignage qui est authentique d'un collaborateur, il n'y a pas de photo. Les talents vont toujours se diriger vers les témoignages de collaborateurs. Là, je vous ai mis un exemple, c'est celui de Decathlon. Decathlon, en fait, a lancé une campagne qui s'appelle Choisis ta team, qui est une série de micro-interviews vidéo de 40 secondes environ. Et donc, en fait, là, c'est un alternant qui va répondre à 3-4 questions, qui va expliquer pourquoi il a rejoint Decathlon, pourquoi il faudrait rejoindre l'entreprise, qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce qu'il a appris. Je vous ai mis quelques exemples en dessous, vous pouvez regarder après le webinaire. C'est très facile à produire, c'est hyper limpide à visionner et surtout, le format donne vraiment envie de découvrir d'autres vidéos et même de participer, de candidater, pardon. Effectivement, ça demande un budget vidéo. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, une simple photo avec un verbatim écrit, ça fait tout aussi bien l'affaire. Donc, faites vraiment témoigner vos collaborateurs. Deuxième chose, il faut les amener à être des ambassadeurs. Il ne faut pas, très souvent en fait, on a tendance à forcer un peu les collaborateurs à dire like-moi ces posts, partage-moi ça, fais des photos. Et c'est souvent sous la menace où on nous propose soit des cadeaux, soit on lui fait miroiter une prime. Votre démarche d'employé de classe ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut vraiment être pédagogue en fait, dans votre démarche, lui expliquer qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va lui apporter à lui. Et donc, du coup, vous avez tout un tas d'outils pour pouvoir accompagner cette démarche-là. Vous pouvez, par exemple, construire un club ambassadeur, vous pouvez les faire rencontrer, échanger avec eux. Vous pouvez organiser des événements internes qui sont uniquement dédiés aux ambassadeurs. Vous pouvez proposer aussi des ateliers pédagogiques ou des sessions de formation s'ils n'ont pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux mais qui sont intéressés, ou de les professionnaliser un peu plus davantage, par exemple en les initiant à la vidéo, en leur montrant comment on fait des gifs. Vous pouvez aussi produire des guides social media ou
leur proposer aussi des applications d'employés advocacy pour les aider en fait à, à produire du contenu, à alimenter leurs comptes sociaux. Là, je vous ai montré un exemple, c'est celui de Cornerstone. Eux, ils ont mis en place en fait un hashtag, c'est SOD Life, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc en fait, les collaborateurs, même l'entreprise peut utiliser cet hashtag-là. Euh, Tout le monde est libre en fait de montrer en fait l'envers du décor. Il faut, le seul impératif, c'est mettre ce hashtag-là. L'important, c'est qu'en fait, si les talents arrivent depuis Instagram, depuis LinkedIn, ils vont cliquer dessus et ils vont voir toute une multitude de contenus qui seront postés et ils vont pouvoir découvrir un peu l'ambiance et se projeter, en fait, on va dire, au sein de vos équipes. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Créez vraiment un hashtag qui contient déjà aussi le nom de l'entreprise pour pas qu'il soit récupéré par d'autres. Sixième conseil, c'est de faire remonter les actus du terrain. Donc très généralement, en fait, dans un souci d'efficacité et de rapidité, on a souvent tendance à partager ce qui se passe uniquement au siège social, tout en occultant en fait, ce qui se passe sur vos différents sites. Le problème, en fait, c'est que ça va vous donner une vision tronquée de vos talents, puisqu'en fait, ils vont avoir l'impression qu'il se passe uniquement rien dans votre groupe et que tout se passe au siège social. Donc, il ne va pas forcément très bien comprendre ce qui se fait sur le terrain. Euh, et ensuite, pour vos collaborateurs, ça peut aussi les agacer, puisqu'ils vont avoir l'impression que finalement, tout se passe aussi au siège social et que finalement, il ne se passe jamais rien chez eux. Ou alors, inversement, c'est qu'ils peuvent avoir l'impression que ce qui se passe chez eux, ça ne les intéresse pas. Et donc, du coup, ça peut créer un sentiment quand même de malaise en interne. Donc, il faut absolument pouvoir faire remonter tous ces actus de terrain. Et pour ça, en fait, vous ne pouvez pas avoir des caméras partout, faire le reporter, vous déplacer en permanence. Donc, il faut absolument que vous puissiez mettre en place en fait, un réseau de relais en interne. Donc, ce réseau de relais, en fait, aura pour objectif vraiment de faire remonter ces informations-là. Vous leur proposez aussi des formations, si vous voulez qu'ils vous prennent des vidéos, qu'ils vous fassent du contenu. Et il n'est pas improbable que ces relais-là, ce soient aussi des ambassadeurs qu'on a évoqués précédemment. À vous de voir s'il y a une opportunité intéressante pour mutualiser tout ça. Mais il est vraiment important que vous puissiez identifier ces relais-là. Il faut que ça soit sur différents sites, que ce soit sur différents services pour être sûr que vraiment que la totalité des sujets soit disponible. Le petit inconvénient, alors l'avantage c'est que vous allez avoir beaucoup de sujets à aborder, et l'inconvénient c'est qu'il va falloir faire un tri, puisque vous n'allez pas non plus pouvoir parler de tout. Donc il va falloir sélectionner. Mais au moment de faire le planning, pensez toujours à alterner les publications pour pas que ça se passe toujours au même endroit. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles questions? J'en ai deux. Alors, on avait Adeline qui posait la question, un peu étonnée du peu de diffusion sur LinkedIn. Alors, oui, ça fait référence à tout à l'heure sur le planning. En fait, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ce n'est pas un exemple à suivre à tout prix. Si votre communauté est forte sur LinkedIn et moins sur les autres, effectivement, il va falloir privilégier LinkedIn. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut juger par soi-même, en fait. C'est vraiment mesuré par rapport à la taille de votre communauté et puis surtout par rapport aux personnes toujours que vous voulez vous adresser. Si cette information-là, par exemple, sur les onboarding, vous voulez le diffuser auprès des talents, mais qui vous suivent plutôt sur un autre compte, mais pas sur LinkedIn, il va falloir s'ajuster à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un exemple, il ne faut vraiment pas le prendre pour argent comptant. Alors, Lisa me demande quel code à respecter en fonction des différents médias, Facebook, Twitter, LinkedIn. Les codes, en fait, il y en a qui vont être techniques. Par exemple, la durée de la vidéo, qui ne sera pas la même d'un réseau social à un autre, la taille des visuels. Après, en termes de langage, en termes de publication, on va dire qu'en ce moment, en fait, les barrières sont en train de s'effacer, en fait. Par exemple, le hashtag, c'était quelque chose qui était utilisé uniquement par Twitter. Et finalement, tous les réseaux sociaux se sont appropriés, par exemple. Vous voyez de plus en plus en fait, des visuels carrés. Ça, c'est lié à l'influence d'Instagram, donc tout le monde se rapproprie ces codes-là.
Donc en fait, il n'y a pas vraiment de code. Ce que je vous dirais simplement, c'est, mais ça on en reviendra un peu plus tard, c'est vraiment d'adopter la culture social media, la culture pop, euh, parler comme vous parlez dans la vie de tous les jours, quoi. Il ne faut pas que ce soit une communication purement corporate, parce que c'est pas du tout dans l'ADN des réseaux sociaux. Alors, question de Mathieu, comment s'inspirer des bonnes méthodes comme Decathlon? Alors, ce qu'il faut bien faire attention, l'objectif, là je vous montre des exemples, c'est pas de copier en fait. Euh, Ce que je vous conseille vivement, donc ça prend un temps, c'est voilà, de regarder régulièrement soit vos concurrents, soit des entreprises que vous aimez bien, par exemple, dans un premier temps, et vous allez voir différents types de formats. Regardez bien au niveau des interactions comment la communauté réagit. Et là, ça va déjà vous donner des idées. En parallèle de ça aussi, dans la termes de fonction des contenus, il y en a peut-être certains aussi qui vont vous motiver à faire. Donc, inspirez-vous, essayez de tester des nouvelles choses, mais ne faites jamais la même chose parce que ça va se voir que vous avez essayé de copier. Et surtout, pensez toujours en termes de ressources. Euh, des fois, bah, certaines entreprises ont plus de moyens, sont aidées par des prestataires. Donc ça se voit pas toujours forcément. Donc essayez de voir aussi ce que vous avez vous comme moyen avant de vous lancer dans un projet qui aurait du mal à aboutir. Donc essayez de le faire progressivement avant de vous lancer dans certains formats. Une question de Loris, s'il n'y a pas d'authenticité, ça brisera nécessairement le contrat psychologique au travail, donc l'embauche ne sera pas long terme. Oui, tout à fait. Il faut faire très attention à ce que vous racontez sur les réseaux sociaux parce que si vous vendez du rêve et qu'au final ça ne se passe pas du tout comme prévu, vous pouvez être sûr que déjà en off, en dehors des réseaux sociaux, ça va se savoir. La personne concernée va exprimer son mécontentement auprès de ses proches, de ses amis, parfois même va oser le mentionner sur les réseaux sociaux, sur les sites de notation. Donc, vous pouvez avoir des mauvaises notes et des mauvais commentaires. Donc, certains peuvent être facilement repérables parce que voilà, ils n'ont pas caché leur prénom ou leur nom. D'autres vont utiliser des pseudos. Donc, tout ce que si vous ne jouez pas cette carte de l'authenticité, c'est sûr que ça va vous revenir comme un boomerang. Et donc, soyez prudent quand même à ce que vous dites. Euh, Catherine, avez-vous des exemples de storytelling ratés? J'essaie de réfléchir. Tac, 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 tac. J'en ai pas là qui me viennent là tout de suite. Je vous dirai si ça me revient là en cours de route. Je sais qu'il y a eu Amazon il n'y a pas si longtemps qui avait par exemple créé des faux comptes de collaborateurs et pour voilà, diffuser en masse les contenus, ça c'est quelque chose à éviter, quoi. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur cette histoire de storytelling, euh, faites ça progressivement encore une fois. Faites un ou deux posts, si vous êtes à l'aise, trois, quatre posts. Voilà, il faut vraiment ça faire progressivement. Là, honnêtement, j'ai pas vraiment un exemple là, qui me vient tout de suite. Julie, un community manager RH, c'est un peu comme un chief happiness officer. Ouf. Alors, euh, ok, je vais dire que c'est un peu de la propre. Non, c'est pas du tout la même chose. Euh, il faut vraiment voir le community manager comme un, un- un porte-parole, un reporter. Il est là pour mettre en avant ce que vous dites, ce que vous faites, là pour apporter la preuve. Alors que le chef happiness officer va vraiment s'occuper vraiment du bien-être des collaborateurs. Et c'est pas du tout, mais pas du tout la même chose. Mais ça n'empêche pas d'aller sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est encore un autre sujet. Catherine, est-ce qu'il faut laisser les collaborateurs publier sur tout et n'importe quoi? Quel risque? RGPD, réputation d'entreprise? Euh, alors, en fait, non, on peut pas leur dire c'est freestyle, faites ce que vous voulez. Il faut toujours mettre en place un guide pour dire voilà ce que vous pouvez publier ou pas publier. Un truc très très bête, par exemple, je crois que c'était sur TV5 Monde ou France 24, je ne sais plus. Il y avait un collaborateur en fait, qui avait témoigné en direct et il avait laissé en fait, tous ses mots de passe en arrière-plan. Bah, ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'il faudrait un peu mentionner. Par exemple, dans le guide, vous dites euh, si vous voulez faire des photos, faites ça dans les espaces publics, type espace détente, mais évitez les photos dans les bureaux ou avec un zoom sur les dossiers, sur les maquettes qui sont en cours. Donc oui, faut vraiment cadrer en fait, cette prise de parole
il faut leur laisser un petit peu de marge de manœuvre. Euh, à partir de là, normalement, en plus, il y a des nouvelles générations qui sont vraiment à l'aise en fait, avec les outils. Si eux ils vont généralement savoir ce qu'il faut publier, n'hésitez pas à mettre en place des démarches de reverse mentoring où les jeunes collaborateurs peuvent former des collaborateurs seniors sur les bonnes pratiques au niveau réseaux sociaux. Là, c'est vraiment quelque chose qui va se faire progressivement, quoi. Morgane, y a-t-il une heure conseillée pour publier mes contenus? Alors, c'est une légende. Il y a des tas d'études sur Google, vous pouvez cliquer assez rapidement, qui vous proposent des infographies, il faut publier à 17 heures, à tel jour. C'est n'importe quoi. Évidemment, il y a du bon sens. Si vous voulez vous adresser à des talents en France, vous n'allez pas publier un truc à 3 heures du matin, quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a des créneaux qui sont peut-être à éviter, comme le lundi matin, parce que généralement tout le monde est en réunion, ou le vendredi soir, parce qu'on pense tous à son week-end. Mais en dehors de ça, malheureusement, il n'y a pas une heure précise pour les publications. Il faut surtout tester en permanence. Tester, en fait, publier un jour, le lundi à 10 heures, pour regarder ce que ça donne. Puis vous dites, c'est bizarre, à 10 heures, il ne se passe pas grand-chose. Donc, regardez ce type de contenu et placez-le à un autre moment. Par exemple, je ne sais pas, moi, le jeudi à 15 heures. Et là, vous allez vous apercevoir que peut-être ça fonctionne mieux ou ça fonctionne moins. Et sur faisant des tests réguliers comme ça, vous allez vous apercevoir que finalement, il y a des créneaux qui sont peut-être plus intéressants pour vous. Et c'est là que vous allez avoir, vous, en fait, cette information-là. Chaque communauté a ses propres habitudes et ses horaires préférés, entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas une heure précise. Donc une question de Thomas, très joli prénom. Chaque réseau social a des heures spécifiques où l'audience est plus élevée. Ça revient à peu près à la même chose que tout à l'heure. Non, Euh, non, il n'y a pas vraiment une heure précise, quoi. Ça se teste. Évidemment, ne publiez pas une information capitale très importante pour votre entreprise, genre à midi, où tout le monde va partir déjeuner, donc vous êtes sûr que ça va passer à la trappe. Voilà, il n'y a pas vraiment d'heure spécifique, comme il n'y a pas non plus des jours à préconiser selon les réseaux sociaux, quoi. Donc ça, c'est à vous aussi de faire des tests et aussi, on va dire, d'imposer des rendez-vous. Je veux dire, par exemple, dorénavant, tous les mardis, découvrez notre vidéo en live à 11 heures. Là, vous créez vous-même un rendez-vous. Je vais reprendre en fait ma présentation. Conseil numéro 7, s'approprier la culture web et pop. Très généralement, en fait, les entreprises aiment avoir une communication assez neutre, corporate, mais en fait, c'est pas du tout l'univers des réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de vous adapter en fait à l'univers des réseaux sociaux. En fait, c'est un langage qu'il faut apprendre, c'est-à-dire parler en emoji, parler en gif. Les mèmes ce sont des images qui illustrent voilà, un sentiment et que tout le monde légende. C'est aussi des traditions à respecter, c'est-à-dire mettre des hashtags, c'est mettre des URL courtes, vérifier en permanence les sujets, les trending topics, c'est-à-dire les sujets en tendance, pour pouvoir rebondir dessus, par exemple. C'est aussi des défis, des challenges qui sont parfois lancés du jour au lendemain et il faut vous les réapproprier. Bref, il faut vous approprier en fait, cette culture et vous allez voir que vous allez vous démarquer très rapidement de vos concurrents, puisqu'en fait, à partir du moment où vous allez adopter ces codes-là, vous serez plus visible, vous serez plus, on va dire, dans l'air du temps, vous allez vous montrer sur votre meilleur jour et ça va vous donner en fait envie de vous rejoindre. Deux exemples. Le Mannequin Challenge par le groupe TF1. Alors, je ne sais pas si certains se rappellent, le Mannequin Challenge, en fait, c'était une vidéo en fait, où les collaborateurs ou les gens en fait, ne bougeaient plus, faisaient le mannequin, il y avait un petit fond sonore. Et en fait, c'était voilà, un défi, l'objectif c'est vraiment de jouer au mannequin. Et le groupe TF1 s'est réapproprié ce défi. Il y a eu d'autres entreprises, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ils se sont réapproprié ce défi-là en, fait, en montrant en fait, l'envers du décor. Le problème des grands médias, en fait, c'est que souvent TF1, qu'est-ce qu'on pense? On pense à Nikos, on pense à Arthur, etc., les invités, les émissions de télé. Et on oublie, en fait, tous les coulisses, c'est-à-dire les gens qui travaillent en régie, les différents métiers, etc. Et donc, à travers ce American Challenge, en fait, le groupe TF1 a montré l'envers du décor, a ouvert les portes, ce que le public ne voit jamais. Donc, on peut voir différents métiers. Et c'est aussi l'occasion de montrer aussi les avantages de travailler chez TF1. Il y a un moment donné, dans la vidéo, c'est même dans les bonnes, je crois qu'on voit une immense cafétéria, il y a une salle de sport. Donc, on voit aussi la partie qualité de vie au travail.
Donc ça, c'est vraiment un exemple très inspirant et ça, ils l'ont fait assez rapidement. Le grand danger en fait avec les défis, les challenges qui sont lancés sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut réagir assez vite. Et donc du coup, il faut réagir assez rapidement parce que si vous faites ça 15 jours, 3 semaines après, ben là, vous passez complètement à côté et ça risque peu de vous retomber dessus. Autre exemple, c'est l'offre d'emploi. Donc là, vous avez NG en fait qui diffuse l'offre d'emploi et donc ils rebondissent en fait sur la série Game of Thrones en proposant en fait de s'asseoir sur le trône. Donc ça, c'est juste un petit clin d'œil pour dire voilà, on sait parler voilà autrement de nos offres d'emploi. C'est aussi une manière de faire voilà, un petit clin d'œil en disant voilà, si vous êtes fan de Game of Thrones, vous pouvez nous rejoindre. C'est une manière intéressante d'aborder les offres d'emploi, parce que quand vous avez une case d'offres d'emploi pour le même poste, et que vous en avez un qui se démarque un peu, ben forcément, vous allez être plus attiré par cette offre d'emploi-là, et donc vous aurez, vous, plus de choix en termes de candidats. Voilà deux exemples. Conseil numéro 8, faire appel à un influenceur. Donc là, en fait, c'est un outil qui est assez intéressant pour donner un coup de projecteur rapide en fait, sur votre entreprise, vos métiers, et pouvoir vous adresser à votre cible assez rapidement. L'avantage que ça va vous offrir, c'est qu'en fait, l'influenceur a un rapport de proximité avec votre public cible. Donc le message que vous allez faire passer passera beaucoup plus vite que si vous le faites depuis vos comptes sociaux. Souvent, l'influenceur est passionné par un sujet précis, donc son intervention sur les réseaux sociaux est toujours pertinente auprès de sa communauté. Et donc, le fait qu'il mette en avant votre entreprise va donc légitimer tout ce qu'il va dire. Et puis surtout, ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité et de booster votre notoriété, parce que le taux d'engagement des influenceurs est toujours supérieur au contenu qui peuvent être publiés par l'entreprise, sauf cas exceptionnels, vous appelez Warner, Netflix, etc. C'est assez souvent le cas. Mais attention, en fait, quand on fait appel à un influenceur, c'est jamais gratuit. Donc, il y a un budget à prévoir, mais ça coûtera toujours moins cher qu'un événement. Donc, ça peut être une rémunération financière, ça peut être un échange de produits. Donc, ça, il faut le contacter, souvent les coordonnées sont accessibles. Soit ça va être avec lui directement, soit depuis une agence qui gère l'influenceur. Là, je vous montre un exemple, c'est celui du groupe Renault. Là, vous avez par exemple, c'est à l'occasion en fait de la semaine de l'industrie, le Chrono en fait a voulu inviter Hugo Posey, un youtubeur qui est suivi par 4 millions de fans, pour visiter en fait l'usine de Cléon qui est présentée par le groupe comme étant l'usine du futur. Et donc en fait, Hugo Posey s'est réapproprié cette demande en disant voilà, j'ai une figurine qui est cassée, je vais mettre au défi l'équipe Renault de me reconstruire cette figurine et de m'en produire 50. Et à travers son aventure en fait, et son défi, et ben, en fait, la communauté du Posé va pouvoir découvrir en fait, l'activité du groupe Renault, ses différents métiers, découvrir la modélisation en 3D, la réparation numérique, l'impression en 3D, et ainsi que tous les dispositifs en fait, de formation qui sont faits avec la réalité virtuelle. Si vous regardez bien, en fait, à gauche, vous avez la vidéo. Le groupe Renault avait 633 000 abonnés et ils ont eu 138 j'aime et à peu près 8 000 vues. Pour une même vidéo avec quelques minutes supplémentaires à droite sur le compte YouTube du GoPosé, en fait, ben, le YouTuber a quand même une communauté de 4,21 millions d'abonnés. Il a fait 1 million de vues, de 113 000 likes. Donc, vous voyez, pour un même contenu, l'impact n'est pas le même, quoi. Donc, ça, c'est intéressant de faire appel à un influenceur. 9e conseil, sponsoriser vos contenus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les 3 quarts de vos abonnés, même s'ils vous suivent, eh ben, ne verront jamais la totalité de vos contenus. Donc, bienvenue dans le monde des algorithmes. Ça, c'est, on va dire, entre guillemets, l'enfer des community managers. En fait, un algorithme, c'est des règles qui ont été mises en place par les réseaux sociaux, qui est en fait une espèce de règle mathématique qui va décider qui va en gros décider droit de vie ou droit de mort sur mon contenu. Qui verra quoi, à quel moment. Et donc, ces différents algorithmes-là, en fait, les règles de calcul, ne sont pas publiques en fait. Donc en fait, le community manager va avoir comme rôle d'identifier en fait qu'est-ce qui est préféré par le tel ou tel algorithme, sachant que c'est pas les mêmes d'un réseau social à un autre. Et donc du coup, ça peut être des règles, des critères du genre, on va privilégier plutôt les formats vidéo et pas les formats visuels, qui seront plutôt déclassés. Ça peut être par exemple
quel est le taux d'interaction d'un fan par rapport à vos contenus habituellement. Donc, plus le fan il va interagir avec vos contenus, plus il en verra. Et inversement, s'il n'interagit pas, il en verra de moins en moins. Par exemple, dès que vous publiez, il y a 1% de votre communauté qui va voir vos contenus. Et donc, du coup, en fonction de leur réaction et des commentaires que ça va générer, l'algorithme va décider si finalement il est intéressant ou pas de pousser un peu plus la visibilité de ces contenus. Donc, c'est vraiment voilà, un travail parfois très complexe pour le community manager. Et du coup, avoir un budget publicitaire va vous aider en fait, à forcer un peu le passage pour amplifier la visibilité de votre contenu auprès de votre communauté, mais aussi de ceux qui ne vous suivent pas. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir en fait déterminer les différents critères, comme par exemple, je veux que ce contenu soit vu par des étudiants qui sortent de telle école, qui ont suivi telle formation. Ou par exemple, je veux que ça soit suivi, lu par des personnes qui sont abonnées, par exemple, à mes concurrents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc le budget pub va pouvoir vous développer votre visibilité de votre contenu, augmenter le trafic de votre site carrière et donc le nombre de candidatures. Bref, ça peut faire peur, c'est assez technique. Il ne faut pas hésiter à avoir un petit budget au début, si c'est la première fois que vous faites, quelque chose comme 200, 300 euros sur une publication, et de voir comment ça réagit, tester et voir si ça vaut l'opportunité avant d'aller voir votre direction et de demander un budget assez conséquent. 10e conseil, mentionnez votre présence partout. Alors là, ça peut faire sourire, mais très généralement, c'est quelque chose qui est assez courant. En fait, très généralement, en fait, on oublie de dire qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir le réflexe de mentionner tous ces comptes sociaux et son hashtag officiel sur ces différents supports, donc des PowerPoint, des Kakemono, tout ce qui peut être affiches, etc. C'est aussi se prévoir un budget pour acheter des supports physiques, comme des écrans digitaux, des compteurs à like. Très généralement, si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez aussi des écrans qui sont à l'accueil, donc utilisez-les, mentionnez vos comptes sur cet écran-là. Et puis surtout, si vous avez la chance de pouvoir faire des interventions publiques ou des webinars, par exemple, mentionnez oralement que vous êtes sur les réseaux sociaux ou que vous avez un hashtag bien spécifique. Donc, n'hésitez pas, en fait, à utiliser tous ces outils pour pouvoir mettre en avant vos comptes sociaux. Alors, donc là, on est à nouveau sur la session de questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, comment savoir si l'animation de la marque employeur sur les réseaux sociaux fonctionne? Alors, il faut en amont, avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, vous fixer des KPI. Donc ça, je pense que vous avez déjà entendu parler. Quel que soit le métier que vous faites, vous avez forcément toujours des KPI. Donc, ça peut être, par exemple, la croissance de ma communauté sur tel ou tel réseau social. Ça peut être, par exemple, le nombre de candidatures que j'ai reçues depuis les réseaux sociaux. Donc ça, vous avez la possibilité d'avoir, par exemple, à travers Google Analytics, de voir que les gens sont arrivés depuis LinkedIn, depuis Twitter. Ça, ce sont des choses qu'il faut mettre, qu'il faut tracer. Donc, il faut vous les fixer en amont. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si ça fonctionne ou pas. Anne, vous avez produit une vidéo. Connaissez-vous le métier de community manager RH? Vous avez utilisé des extraits de films américains. Avez-vous obtenu les droits pour utiliser ces images? Alors, ce sont pas en fait des extraits de films. En fait, c'est ce qu'on appelle des GIFs. Donc, du coup, vous pouvez les utiliser en mentionnant, par exemple, en bas, GIF, etc. Très généralement, les outils qui proposent d'utiliser les GIFs ont obtenu un accord. Donc, oui, vous pouvez le faire. Par contre, si vous le faites comme ça tout seul directement, ça va forcément poser problème. Donc, on me fait signe que c'est bientôt la fin. Donc, je vais aller vers conclure ce webinaire. Normalement, voilà, vous allez avoir un petit sondage pour savoir si, voilà, ce que vous avez pensé de ce webinaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Je suis vraiment navré. Donc, j'espère que les prochains webinaires, si ça vous intéresse, il y en aura d'autres et que ça sera amélioré. Donc, n'hésitez pas à me donner vraiment, jugez-moi plutôt sur le fond, voilà, plutôt qu'on mette ça sur la forme.
En termes d'actualité, je peux vous annoncer en avant-première, en fait, on a un partenariat avec Outsuite, qui est un outil de gestion des réseaux sociaux, l'éditeur sur son marché international. On va faire un livre blanc avec eux, ce qui est un guide, en fait, sur l'employé advocacy. Donc, je vous invite à être attentif aux réseaux, aux comptes sociaux de Parents RH. On va vous informer assez rapidement de la sortie de ce livre blanc. En parallèle, si vous n'avez pas eu l'occasion, le dernier numéro du MagRH qui est consacré à la marque employeur. En fait, il y a un de mes articles qui est dedans, donc n'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit. Donc vous pouvez consulter donc, mon article et vous trouverez des tas de sujets qui parlent de la marque employeur et pas forcément que sur les réseaux sociaux. Vous allez vraiment avoir une vision assez complète. Voilà, au niveau du prochain webinaire, donc le prochain a lieu le 14 novembre à 15h30. Donc ça va être Patrick Bouvard, le rédacteur d'RH Info, qui est le blog RH ADP, qui sera là comme invité. Bien sûr, vous retrouverez Thomas Chardin en vidéo. Quant à moi, on se retrouvera donc sur les réseaux sociaux, soit de Parlons RH ou les miens. Et puis j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres webinaires de Parlons RH. Je vous dis à très vite et merci d'avoir été là. Bonne journée.